Madame, Monsieur, bonsoir. On se retrouve pour une nouvelle saison 2023-2024 avec déjà une première échéance, la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera l'un des moments forts de cette année, le début des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça sera à partir du mois de novembre, mais l'actualité immédiate, c'est bien évidemment l'équipe nationale. Amine Gouiri a décidé de rejoindre l'équipe nationale. Très fort potentiel, 74 sélections. Chez les jeunes, dans les sélections françaises, il a décidé de rejoindre l'équipe d'Algérie. C'est un signal fort en direction des binationaux, et je pense à Adli, je pense à Cherki qui pourrait rejoindre l'équipe nationale. Nos filles, elles passent. Elles joueront le dernier tour des qualifs pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe nationale entraînée par Farid Benstiti avec un objectif: aller prochainement en Coupe du Monde. Ça sera l'un des événements pour le football féminin et surtout consolider ce football féminin. Les Coupes d'Afrique des Nations, les Coupes des clubs, ça vient de tomber. Le CRB ira en phase de poule, tout comme l'USMA d'Alger. Ça a été difficile, mais ils ont réussi à se qualifier pour le prochain tour aux dépens du FUS de Rabat. Et puis des stades. Il y a eu un élan, il y a eu de l'argent qui a été mis, il y a eu de beaux stades, de nouveaux stades, mais qui ne profitent pas à nos clubs. Voilà, vous avez toute l'émission, avec aujourd'hui, comme invité, nous avons Amir Karaoui. Amir Karaoui, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour votre invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et puis pour vous accompagner, m'accompagner, je l'ai laissé pour la fin, c'est Sid Ahmed Radis. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mahamar et bonsoir à Amir, ça nous fait plaisir de le recevoir, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois, en plus, Amir Karaoui. C'est deux personnes complètement différentes sur le terrain, un battant qui ne lâche rien, vraiment, et puis là, vraiment, toujours gentil, agréable. C'est deux personnages différents, mais ça, on n'est pas sur la même surface, on n'est pas sur le même terrain. Amir Karaoui, aujourd'hui, vous avez quitté le monde du foot ou toujours dans le monde du foot? Non, après une courte expérience en Arabie Saoudite, les 6 derniers mois, j'étais en Arabie Saoudite. Après, j'ai eu quelques petits contacts en deuxième division. Mais rien de vraiment intéressant, les challenges ne m'ont pas plu. Donc là, je temporise, je passe mes diplômes en parallèle. Donc, vous ne quittez pas le monde du foot? Non. Entraîneur, c'est ça? Vous dirigez une carrière d'entraîneur? Oui, c'est dans les projets. Hein. Après le football, il faut toujours penser à la reconversion. Donc, on aime le foot et on espère y rester le plus longtemps possible. Il y en a qui quittent complètement le monde du foot. Parce qu'être entraîneur de foot, c'est pas évident de passer de joueur à entraîneur. Hein. Ce passage-là n'est pas du tout évident. Non, c'est sûr, il y a un monde et un bon joueur ne fait pas forcément un bon entraîneur. Donc il y a des étapes, il y a de l'apprentissage, il y a de la formation et c'est ce que je suis en train de faire. L'événement de Stade 24. C'était l'information de la semaine, un joueur à fort potentiel, Amine Gouiri, qui rejoint l'équipe nationale formée à Lyon, je le rappelle, ce qui se fait de mieux en matière de centre de formation, 74 sélections chez les jeunes, dans les élections françaises, et il décide de rejoindre l'équipe d'Algérie. Présentation signée de Nalimen Zekak. Amine Gouiri a définitivement tranché sur son choix de rejoindre l'équipe nationale d'Algérie. Le sociétaire du Stade Rennais a annoncé haut et fort sur ses réseaux sociaux qu'il est à la disposition de Djemal Belmadi. L'avant-centre s'est exprimé en mode public. Avec fierté, je vous annonce ma décision de rejoindre la sélection algérienne. Je défendrai corps et âme le maillot des Fennecs pour porter haut les couleurs de notre pays et contribuer à écrire les prochaines pages de sa riche histoire. Les Fennecs ont besoin d'un renfort de qualité à la pointe de l'attaque et l'arrivée de Gouiri, qui n'a que 23 ans, va forcément rajeunir et galvaniser encore plus ce secteur de jeu pour le plus grand bonheur de Djemal Belmadi. C'est avec l'intention d'aider l'EN à reconquérir l'Afrique qu'il embarquera vers les terres ivoiriennes contre le Cap-Vert et l'Égypte. Un renfort de qualité pour notre équipe nationale qui avait besoin de 109. Amine Gouiri, la pièce manquante du puzzle, qu'est-ce que vous dites, Amir Karaoui? Moi, je trouve que on manque un peu d'explosivité en attaque. On a Amoura qui est super rapide, etc. Et ça peut être un joueur très important dans l'échiquier du sélectionneur. On voit que... Sur le positionnement, vous le voyez en 10, en 9,5, comment vous le voyez? Justement, quand on regarde les vidéos qu'on vient de voir, il peut jouer. Je pense que c'est un joueur joker. Il peut jouer à droite, à gauche. Électron libre. Électron libre. Il est en dehors de la surface. Il provoque. Il finit. Il est très très souvent dans la surface. Il est à la fois buteur, dribbleur, passeur. Il y a un débat. Courbis disait c'est un 9,5.
Fernandez, lui, dit c'est un 10 à l'ancienne. C'est un peu Benzema bis. Moi, je trouve qu'un 10 à l'ancienne, ça court pas trop. Ouais. Ça dépasse clé, ça joue, ça regarde beaucoup, mais lui, il est beaucoup plus explosif. Je classerais plus dans un 9,5. 9,5 également, il est passeur, il est sur l'avant-dernière passe. C'est un joueur qui voit bien le jeu, très bonne lecture du jeu. Et finisseur Et aussi. finisseur également. C'est ça le plus important. C'est parce que, comme le disait Amir, l'arrivée de Amine Gouiri va apporter plus de solutions sur le flanc de l'attaque pour Jamel Belmadi. Il aura plus de choix. Maintenant, reste à savoir comment va-t-il l'utiliser. Parce qu'on le voit en club, je l'ai suivi, que ce soit à l'OGC Nice ou à ses débuts à Lyon, même aujourd'hui à Rennes. Il peut jouer sur le côté gauche, comme il peut jouer en pointe, seul en pointe. Et même, parfois, ça lui arrivait de jouer avec, surtout à l'OGC Nice, où il jouait avec 2 pointes. Donc, ça peut offrir plus de possibilités à Jamel Belmadi. Comme l'a dit Amir, il y a Amora qui arrive, qui fait un super bon début de saison cette année. Donc là, il y aura peut-être une association Amora-Gouiri qui pourrait fonctionner parce que les deux sont explosifs. Gouiri est un créateur et un finisseur en même temps. Et Amora prend bien la profondeur. Donc ça peut être une association qui peut faire du bien à l'équipe nationale. Donc maintenant, reste à savoir comment va l'utiliser Jamel Belmadi. Et ce qui est sûr, c'est que c'est une plus-value extraordinaire pour l'équipe nationale, vu les qualités de Amine. Non, mais il aura le choix, je pense, au sélectionneur, comme on l'a dit là. C'est un choix de riche. Là. Voilà. Non, au vu de l'effectif. De cet effectif, des joueurs de cette cuvée. Je le vois un peu dans le profil de Youssef Blaili. Youssef Blaili, il a été souvent cantonné à jouer côté gauche, mais c'est un joueur qui peut provoquer. Il a tendance à rentrer également dans le cœur du jeu. Exactement. Chose que peut-être, Riyad, on l'a beaucoup connu sur le côté droit, qui rentre un contre un, etc. Mais Amine Gouiri, c'est vraiment le mec qui peut apporter, c'est-à-dire sa percussion dans l'axe, à gauche, à droite. Et comme on l'a dit, il est très très souvent dans la surface. Il a tendance à se projeter dans la surface. Et les stats ne mentent pas. Voilà. 87% des buts qu'il a inscrits en club sont à l'intérieur de la surface. Il marque rarement à l'extérieur de la surface. Donc c'est un finisseur et comme l'a dit Amir en même temps, c'est quelqu'un qui crée le jeu. C'est-à-dire qui ressort, qui décroche, qui vient, qui est percutant. Donc on aura une panoplie assez intéressante à voir avec Gouiri en attaque. Alors, quand on regarde... Après, il y a aussi l'adaptation. Il ne faut pas oublier. Parce qu'il sera en principe présent le 12 le Cap-Vert et ou le 16. l'Égypte. Après, il y a les 2 matchs au mois de novembre. Il y aura encore 2 autres matchs. Qualification. On va voir la Coupe d'Afrique. Non, 2 matchs au mois de novembre. Qualification Coupe du Monde. Voilà. Mais après, il y aura également 2 autres matchs avant la Coupe d'Afrique. Avant la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire que l'entraîneur national également doit très vite trouver son 11 ou disons les systèmes à mettre en place très rapidement. Il faut que la mayonnaise apprenne parce que c'est des joueurs qui n'ont pas évolué ensemble. Après, on parle d'adaptation, mais je pense qu'il n'aura pas... En général, il n'y a pas de difficulté dans ça. Il y a des joueurs avec qui il a déjà joué, à l'OGC Nice. Puis, Aouar peut-être. Aouar qui Lyon. était même en sélection France avec jeune. lui. Je ne pense pas qu'il aura de difficulté dans ça. C'est plus... et puis, avec l'engouement qu'a fait son arrivée, je pense que, un peu comme Aouar, ça va très vite donner des résultats. Alors, Aouar, Aït Nouri, Chaibi, Hadjab, Bouanani. Bouanani. Toute cette cuvée de joueurs qui arrivent et Amine Gouiri, est-ce que vous qui, je rappelle, êtes né en France avant de venir en Algérie, vous avez grandi, c'est un message fort en direction des binationaux. Je pense notamment à Ryan Cherki, on l'annonce possible venu, à Adli, voilà des joueurs qui pourraient, et le tout jeune de Monaco qui a fait sensation. Voilà, qui a fait un superbe match face à qui pourrait rejoindre parce qu'il est sélectionné en espoir en équipe de France. C'est un signal fort également. Non, mais c'est sûr. Donc, plus il y a de la qualité dans le groupe, plus ça va encourager les jeunes derrière. Parce que maintenant, en attaque, quand on annonce les noms, Riyad Mahrez, sur le papier, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'à l'époque, presque, on leur demandait vous voulez venir. Maintenant, je veux venir et attends, on va voir s'il y a de la place. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, surtout dans le secteur offensif. Il y a de la qualité, voilà. C'est vrai. L'épopée de 2019 en Coupe d'Afrique, voilà, ça a porté ses fruits. Et ajouté à cela, il y a un super challenge, il y a la Coupe du Monde, les éliminatoires qui débutent. Et je le dis en respectant les adversaires.
c'est qu'on est favori, on doit passer dans ce groupe. Aisément. Moi, je dis on passe, et Aisément. arrêtons de Tranquille. tranquille. Donc, il y a une possibilité d'aller également en Coupe du Monde pour les bien joueurs. sûr, bah ça attire. Ça attire. Et il y a même le choix de Gouiri aussi, il se fait juste avant la Coupe d'Afrique, qui va rester un objectif majeur de notre sélection. Surtout qu'on reste sur un échec. Voilà, mais même un joueur comme Gouiri sent qu'il peut passer un palier avec cette Coupe d'Afrique. Exactement. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Devenir un joueur international, gagner un titre à l'échelle internationale, ça peut lui ouvrir beaucoup de portes plus tard. Au niveau de son club, au niveau des transferts, différents transferts etc. en Europe. On l'a vu par le passé avec nos joueurs, Riyad Mahrez, Coupe du Monde, bonne Coupe d'Afrique, etc. Voilà, exactement. Après, il y a une particularité, pour tous ces joueurs, il y a un point en commun, c'est qu'ils sont jeunes. C'est ça l'avantage. Et c'est une nouvelle génération de joueurs. Quand on prend, vous les avez cités, on peut les reciter, ils ont tous entre 21 ans et 23 ans. C'est-à-dire que le dernier arrivé, c'est Gouiri, il en a 24. Le plus âgé, Aouar, il en a 25. Mais ils sont tous jeunes, 19, 20, 21 ans. Donc c'est une nouvelle génération. D'ici 2026, elle arrivera peut-être à maturité sur le plan… Tout dépend de la trajectoire également. Oui, bien sûr. Football, mais en espérant le meilleur, bien évidemment, pour les joueurs. C'est clair. Après, il y a des choix de carrière. D'ailleurs, Chaibé, on en parlait. Il était à Toulouse, il est à Francfort, il fait un super bon début de saison. J'insiste aussi sur le fait que vraiment, cette Coupe d'Afrique de 2019, elle a porté ses fruits, elle a laissé des traces. Parce que bon, c'était une génération, entre guillemets, en fin de cycle, c'est-à-dire par rapport à l'âge. Bien qu'on voit le retour de Fegouli, exceptionnel, qui tire tout le monde vers le haut, etc. Mais ça incite beaucoup d'autres binationaux ou autres à se surpasser et aller aux portes de l'équipe nationale pour aussi marquer vous dites de leur empreinte. Vous dites 2019, vous vous rejoignez sur la question. Au 2019, c'est vrai, cette consécration en Coupe d'Afrique des Nations, les résultats, la série de 35 matchs sans défaite, les matchs joués en France, l'engouement suscité autour de l'équipe nationale, les réseaux sociaux, on voit aujourd'hui l'importance des réseaux sociaux. À un moment donné, les joueurs ne vivent pas dans une tour d'ivoire. Également, ils savent ce qui se passe. Il y a toute cette ambiance autour de l'équipe nationale. Et également, eux, on les a vus. Benzema qui porte par exemple le maillot de l'équipe d'Algérie, c'est un signal fort. C'est symbolique, mais c'est un signal fort. C'est un signal fort. Vous avez les joueurs Mahrez, qui fait partie des top joueurs aujourd'hui, qui rejoint l'équipe d'Algérie. Je pense que tout ça a incité cette génération à rejoindre l'équipe. Et puis, le discours de l'entraîneur national également. Je pense que Djamel Belmadi, à ce niveau-là, il faut lui rendre hommage. Je dis ce niveau-là, c'est une partie. Il a les clés, il a le discours. Il a su utiliser les mots qu'il faut. Il y a une vraie communion avec ses joueurs. On le voit, on le sait. Bon, c'est vrai qu'en conférence de presse, des fois, il est un peu dur, etc. Mais avec ses joueurs, on voit que le message passe parfaitement et que tout roule, malgré, comme toute nation après 2019, il y a toujours des problèmes. L'équipe de France, l'équipe de France a sauté la règle là, en Coupe du Monde dernier, mais la plupart, c'est après l'euphorie, il y a toujours une petite. Très haut niveau, ça mais on voit que cette Coupe d'Afrique arrive pour se rattraper de l'échec de la Coupe du Monde. Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, il y a eu 2 échecs, il faut le rappeler. Alors, autre succès cette fois-ci, et c'est les féminines. Les féminines, on en parle aujourd'hui. Tout d'abord, elles ont réussi à se qualifier aux dépens de l'Ouganda, 2-1 en TB, 1 but partout au match retour. Et puis le football féminin connaît un essor en Algérie. Et c'est l'une des recommandations ou des orientations données par les pouvoirs publics au nouveau président de la Fédération algérienne de football. Une équipe nationale qui aura comme adversaire le Burundi. Avec nous, en direct, il vient d'arriver de Paris, Ferid Benstiti. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ferid, mais je sais que vous le connaissez, il a été à Lyon, entraîneur de Lyon chez les féminines, il est passé par le Paris Saint-Germain. C'est quelqu'un qui a fait un excellent travail en France et qui aujourd'hui est en Algérie pour justement booster le football féminin et permettre à notre équipe nationale déjà d'aller en Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas d'aller en Coupe du Monde. Mais le chemin est encore long, il est avec nous en direct. Ferid Benstiti, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct, Ferid Benstiti. Je sais que vous venez de rentrer sur Alger. Ferid Benstiti, vous vous êtes engagé, quand je dis vous avez signé avec la Fédération algérienne de football, et je dis pour un projet. Alors en quoi consiste le projet ? Alors, d'abord le projet, il est assez
complexe, quoi qu'on en dise, parce que les équipes nationales ont été arrêtées pendant 2 ans, sous prétexte de Covid, mais les autres nations, Covid ou pas Covid, ont continué à développer le football féminin, et surtout en Afrique, donc, et notamment l'Ouganda que l'on a battu. Donc le projet, c'est d'abord la reconstitution des staffs, et c'est ce que j'essaie de faire de manière... j'essaie d'être assez efficace là-dessus, pour monter les équipes U17, U20 et puis l'équipe A, afin de participer, puisque on s'est engagé sur ces compétitions, sur les compétitions internationales qui correspondent au U17, au U20 et au A, notamment la CAN 2024 pour les A, la Coupe du Monde Corée 2024 pour les U20, et puis la Coupe du Monde Chili 2024 pour les U17. Donc, constituer des staffs, répondre aux compétitions officielles de la FIFA et de la CAF, et constituer des effectifs de manière très urgente, avec une pénurie quand même de joueuses en U20, où le Covid a fait des ravages, puisqu'on a très peu, beaucoup moins de joueuses U20 et beaucoup plus de joueuses U17, surtout chez le local. Donc s'appuyer, malheureusement et heureusement, je dirais, sur des joueuses qui évoluent en France et à l'étranger pour cette catégorie U20, avec essayer de déceler aussi, et c'est ce que l'on a fait sur des plateaux organisés par nos staffs des sélections nationales, pour essayer de recruter des talents en U20. Malheureusement, il y en a pas énormément chez les locales. Mais chez les U17, une très bonne surprise, parce qu'il y a de très bonnes U17 en Algérie et puis à l'extérieur. Donc voilà, constituer les effectifs, c'est quand même assez compliqué, mais on a réussi à le faire. Félix Bensisi, très bien, vous avez expliqué la démarche. Comment fait-on pour pouvoir, dans le même temps, aller chercher des résultats avec des objectifs, et vous l'avez expliqué, et développer le football féminin? Quand on sait qu'aujourd'hui, que le football féminin en Algérie est à l'état, allez, je vais le dire, embryonnaire, c'est une caricature. Oui, oui, moi je dis toujours, vous savez, ben justement, je crois que parce que c'est peut-être dans un état, je dirais, peut-être d'attente, on va dire, parce que les jeunes filles, elles sont là pour jouer au football, quoi qu'on en dise. Donc, moi, je dirais plutôt que c'est une chance de pouvoir, en Algérie, se dire que quand même, les championnats, par exemple, ont toujours existé, malgré le fait que les équipes nationales ont été arrêtées. Et je trouve que la Ligue de football féminine a continué quand même à s'appuyer sur ces championnats. Donc, on a vu un championnat quand même de seniors qui continue à bien fonctionner, parce que je trouve que ça fonctionne pas trop mal. On a un championnat U20 qui continue à fonctionner, ça fonctionne pas trop mal, et un championnat des jeunes aussi qui fonctionne pas tellement mal, avec des coupes quand même nationales. Donc je dirais que, en fait, si on dit que c'est à l'état végétatif, je suis pas d'accord, parce que il y a quand même un vivier, il y a quand même des gens qui travaillent dans les clubs, il y a des présidents quand même qui sont passionnés, et puis il y a des éducateurs et des éducatrices qui sont passionnés en Algérie, parce que le football, de toute façon, c'est quand même l'ADN premier du sport algérien. Donc, et le football féminin en fait partie. Donc voilà, il suffit simplement de raviver tout ça, et ben par des actions bien précises, on peut en parler, donc qui vont devoir se faire dans le temps. Très bien. Félix Bensiti, ça sera ma dernière question. Vous puisez également dans le vivier, vous l'avez dit, dans le vivier européen, dans le vivier français notamment, et des Algériennes qui évoluent à l'étranger. Est-ce que c'est facile à convaincre pour rejoindre l'équipe d'Algérie? Alors, sincèrement, j'ai été quand même agréablement surpris lors de ma nomination à la tête de l'équipe nationale d'Algérie, et puis aussi responsable un petit peu des équipes nationales, que de manière très spontanée, beaucoup de parents, de joueuses m'ont appelé directement. J'ai eu beaucoup de messages à travers les joueuses, le réseau, etc. Il y a eu vraiment un véritable engouement quand même autour des équipes nationales, et puis du fait peut-être de ma venue,
et d'une décision que j'ai prise il y a déjà 6 mois, il y a déjà à peu près 9 mois. Donc, de manière très rationnelle, je dirais, ça s'est formalisé par la décision de beaucoup d'Algériennes qui sont aussi françaises, de 5e génération quand même, ou 6e génération, qui ont décidé tout simplement de se dire qu'elles voulaient venir en équipe nationale d'Algérie. Je vous donnerai 2 exemples. Chez les d'abord 2 exemples, 3 exemples chez les A. On a Goutia Karchouni et Marine Daffer qui ont véritablement décidé de venir. Ensuite, Lina Boussara qui avait décidé aussi de venir et qui sont toutes les 3 qui étaient aux portes de l'équipe de France. Lina Boussara a décidé de porter le hijab, donc elle a quitté la France pour aller jouer en Arabie Saoudite, mais c'est une joueuse d'exception, excellente. Donc ces 3 joueuses ont véritablement signé avec l'Algérie, on va dire. Donc voilà, parce qu'elles sont complètement algériennes. On a en U20 2 joueuses qui sont quand même très significatives, même 3 qui sont d'exception, qui sont Mélissa Betty, qui joue à l'Olympique Lyonnais, et qui s'entraîne déjà avec l'équipe professionnelle, et Amélie Azema, qui joue en équipe réserve et qui s'entraîne aussi de temps en temps avec l'équipe professionnelle. Et puis on a El Hadj Laïla qui a décidé aussi de venir avec nous et qui a porté le hijab et qui a quitté l'Olympique Lyonnais alors qu'on lui avait proposé quand même un contrat pro. Donc elle a signé à Alger Centre ici, et c'est très bien, dans notre championnat local, pour rebondir. Et en U17, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont fait les présélections nationales et internationales des équipes de France, et puis qui ont aussi l'intention de venir toucher à notre équipe nationale. Donc ça, c'est vraiment un engouement incroyable. Donc il faut en être satisfait, mais il faut le pérenniser. Khalid Bessiti, question de Sid Ahmed Redis. Bonsoir, M. Bessiti. Bonsoir. Alors, moi, j'aurais juste une question d'ordre médiatique. Alors, pensez-vous que, parce qu'on a vu dernièrement l'engouement qu'il y a eu pour le football féminin, notamment avec la Coupe du Monde, on a vu que ça a été suivi par de nombreuses personnes, des millions de personnes à travers la télévision, et même les stades étaient pleins à craquer lors de cette Coupe du Monde. Pas plus tard qu'hier, je regardais le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais dans le championnat de France à Créma, alors que dans le même temps, on l'a vu, un stade à Oran affreusement vide. Pensez-vous que cet aspect médiatique, la promotion du football féminin, y est pour quelque chose? Et est-ce qu'on peut arriver, est-ce qu'on peut se dire un jour, pouvoir remplir des stades pour du football féminin? Alors moi je suis très optimiste en fait pour l'Algérie, parce qu'on est quand même un pays qui aime ses équipes nationales. Alors, je dirais qu'on a pris les choses de toute façon à bras le corps, parce qu'on vient de recréer les équipes nationales. Et moi, je fonctionne par étapes et je suis assez patient. Et j'espère que l'Algérie va en faire de même. Parce que la patience, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Donc, moi, je suis assez patient. Donc, chaque chose a son étape. La première étape, c'était, comme je vous le disais, d'essayer de constituer une équipe et de convaincre des joueuses pour pouvoir constituer une équipe solide chez les A. La deuxième étape, c'est d'avoir pu faire des matchs amicaux, et puis voilà, comme votre collègue le disait, c'était dans un état quand même embryonnaire, puisque ça végétait depuis deux ans et demi environ. Et puis la dernière étape, en effet, et vous avez raison, je crois qu'elle est essentielle, c'est de passer à la communication, mais pas seulement de l'équipe nationale féminine, mais de toutes nos équipes nationales, je crois. Et du championnat également, le championnat également. Et oui. Donc on a quelque chose à faire là-dessus. Donc comment D'abord, c'est le rôle de la fédération, et je sais qu'avec notre président aujourd'hui, ça va le faire. La communication passe par la fédération et la Ligue de football féminin. Je crois que ça, c'est indéniable. Ensuite, en effet, il y a comment attirer les personnes. Alors, qui on va attirer, surtout quel public on va attirer, parce que ce ne sera pas le même, certainement, public que chez les garçons, chez les hommes. Donc, c'est un public familial, c'est un public des écoles, c'est un public des quartiers, des jeunes filles, des jeunes garçons,
Et puis c'est un public qui aime le football et venir en famille. Je crois que c'est ça qui est important. Donc l'accueil, les invitations, et puis autour des matchs des équipes nationales féminines, créer un esprit un petit peu plus festif qui va permettre en effet de toucher au cœur même d'une région des personnes qui ont envie de voir d'abord les jeunes joueuses de l'équipe nationale évoluer et puis aussi participer à une fête. Moi je crois que j'y crois beaucoup. Et donc la communication contre l'Ouganda n'a pas, on a mis chaque chose à son étape, comme je vous le disais. Donc je pense que dans l'avenir, notamment contre le Burundi par exemple, puisqu'on va les accueillir au mois de novembre et puis ensuite on va se déplacer au Burundi. Donc on a largement le temps, et vous avez raison, de communiquer pour qu'on puisse communiquer sur les équipes nationales. Parce que si nous ne communiquons pas, si nous ne faisons pas savoir à tout le monde qu'il y a une étape importante pour l'équipe nationale... Et ça sera le dernier tour en plus, ça sera le dernier tour. Voilà, donc on doit communiquer plus, et vous avez raison, et j'y crois vraiment. Eh bien, nous aussi, on y croit, et on va vous accompagner durant toute cette période pour le développement du football féminin. Merci une nouvelle fois, Khalid Bensetti, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir donné la parole, en tout cas. Merci, et on vous retrouvera, c'est sûr, très prochainement. Alors, courte pause, et on revient. Alors, messieurs, c'est un long chemin, justement, pour permettre au football féminin de se développer. Mais il y a une chose qui est sûre, la Confédération africaine de football a obligé les clubs engagés dans les compétitions africaines à avoir une section féminine. L'Entente de Sétif, le CS Constantine, l'USMA d'Alger, CRB, Arbou également. Donc, ça va se développer. Il existe déjà le championnat, mais je pense que c'est chez les filles, ça va être dans les prochaines années au fur et à mesure, un championnat qui va s'installer, un championnat de qualité. Comme je disais, je pense que c'est ça qui va permettre de promouvoir cette communication pour l'équipe nationale. Et puis il y a tout un engouement autour de l'équipe nationale, vous l'avez entendu. Ouais. C'est vraiment un gros chantier pour Khalid Bensetti. Et je rappelle l'une des recommandations au président de la Fédération algérienne de football lors de l'audience qu'a accordé le président de la République, c'est le développement du football féminin. Ça a été l'une des recommandations, des orientations qui ont été données au président de la Fédération. On va arriver maintenant aux compétitions africaines. Les compétitions africaines, avec le résultat, vous le connaissez, ou si vous ne l'avez pas, on vous le rappelle, c'est le CRB qui s'est imposé comme à l'aller, 3-1. Pourtant, le CRB, comme à l'aller, a été mené au score à domicile, 1-0. Qualification du CRB. Réaction avec l'entraîneur. Je le rappelle, il est belge, il a un nom compliqué, c'est Van der Broek, Sven Van der Broek. On commence un match avec une idée qu'on était déjà qualifié. Quand tu rentres avec 1-3, un score là-bas, ça te met dans une position confortable. En plus, depuis hier soir, sur plusieurs réseaux internet, tu trouvais déjà notre logo dans les clubs qualifiés. Donc ça fait que tu commences le match avec un relâchement qui n'est pas correct par rapport au club, ni aux supporters et ni à nous-mêmes. Donc à la mi-temps, on a fait un peu de bruit, mais je trouve qu'on a quand même vu une petite réaction la deuxième mi-temps qui était positive. Ça fait que le match à la mi-temps, et c'est bien que le score à la mi-temps n'est pas final, c'était une image noire, et qu'à la fin quand même, encore une victoire avec un attaquant qui marque 3 fois. Donc tu sors encore avec un sentiment qui est assez correct, un attaquant qui a pris de confiance et quelques joueurs qui ont joué tout le match pour se remettre en confiance. Donc en général encore content à la fin, mais ce qui ne m'a pas plu, c'est qu'on encaisse trop facilement première mi-temps contre une équipe, entre parenthèses et avec respect, avec beaucoup moins de qualité que nous, et qu'on n'arrive pas à marquer plus vite dans le match pour ouvrir le jeu. 3-1, victoire du CRB avec un triplé de Wamba. Alors, la Champions League africaine, je le rappelle, c'est un des objectifs du CRB. Le CRB qui n'arrive pas encore une fois à passer à briser ce plafond de verre des quarts de finale. Amir Karawi, vous avez fait une demi-finale, vous faisiez partie de l'équipe, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, qui a gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions, l'Entente de Sétif en 2014, c'était le 1er novembre 2014. Vous êtes arrêté en quart, je pense, ou un peu avant. Exactement. Vous avez changé de club.
Qu'est-ce qui manque à nos clubs pour aller chercher cette Champions League? Tout d'abord, il faut l'expérience. C'est-à-dire que nous, on parle de 2014 ou même là, 2022. Il y a 2 ans de ça. Ouais, Il y a 2022. 2 ans. Et vous n'étiez pas au mieux, l'entente de Sétif n'était pas au mieux. Oui. Hein. Mais on avait beaucoup de joueurs d'expérience. On avait déjà Akram Jahnid qui avait gagné en 2014. Il y avait pas mal Arteria qui l'avait gagné en 2014, etc. Donc, je pense que CRB, comme vous disiez, n'arrive pas à passer ce palier, mais je pense que plafond vert. peut-être que cette année, ça va être la même, parce que bon, on peut parler de ce match-là où ils sont menés 1-0, gagnent 3 difficilement. Nous, il y a 2 ans, on va en demi-finale, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, les qualifications ont été Très compliquées. On a perdu Ils ont failli ne pas 3-0 passer. en Gambie. Ouais. On s'est qualifié au tir au but au retour. Après, on se dit, bon, allez, on a pris une bonne tarte. On part en Mauritanie, on reprend 3 buts à 1 et on se qualifie très, très difficilement 2-0 contre une très belle équipe mauritanienne. Donc, c'était pas facile. Tout le monde nous voyait comme... et au final, on va en demi-finale. Donc, je pense que cette année, avec les joueurs, il y a eu des départs, certes, au CRB. Il y a la colonne vertébrale qui a complètement changé. Mais il reste... Quand je dis la colonne vertébrale, axe central, milieu de terrain, attaque. Et il reste quand même des joueurs de qualité, d'expérience. Bon, Mézienne a gagné la Coupe de la CAF l'année passée. Et il y a un renfort de qualité au milieu, Benrit. Kedet est là, Belkhit est là. Benrit, habitué de cette compétition aussi, Exactement. même qui est Avec parti au l'espérance. Raja, etc. Ouais. Donc, Et le Raja. donc je pense que cette année, ça peut le faire. Ils peuvent passer ce Des palier. joueurs comme Boulhi et Guedioula, Après, moi, ils encadrent, ils apportent également Bien sûr qu'ils vont apporter, parce que voilà, cette expérience qu'ils ont, de leur vécu. Quoi. Voilà, en équipe nationale. Voilà. Raïs a joué 2 Coupes du Monde. Donc, Parce que quand on voit les équipes, là ils passent en 8e de finale, quand on voit les équipes, on retrouve les traditionnels, les habituels, Ali, Mamelodi, les gros calibres Pyramide, africains. ouais, les gros calibres. L'Espérance. Ouais. bien sûr, c'est des équipes qui tous les ans Qui sont là régulièrement. jouent leur championnat pour aller dans cette compétition. Ça, c'est le quotidien, le championnat. Voilà, c'est devenu, la compétition, c'est devenu ce but ultime. Voilà, comme en Europe, quoi. C'est chaque année, on voit les mêmes figures. Mais bon, pour passer ce palier, je te dis, il faut beaucoup de rigueur, il faut des joueurs d'expérience qui sachent gérer ce genre de match, par exemple, avec beaucoup de pression, avec un match aller, un match retour. Donc tout ça, c'est deux compétitions. Vous avez les deux phases de poule, puis après vous passez au match à élimination directe. Le chemin est long. Le chemin est très long. Donc déjà, il était moins long en 2014. Ouais, en 2014, c'est c'était vrai, moins long. Ça a changé. Mais ça, c'est parce que les poules faisaient office de quart. Exactement. Il y avait directement les demi-finales après. Après les poules, c'était les demi-finales. Or là, vous êtes en 8e de finale, après vous passez au quart de finale. Après en quart de finale. Non, mais je pense que moi, je suis très optimiste pour le CRB. Et même quand on voit ces 6-7 dernières années, quand même, on est toujours là. Malgré qu'on ne passe pas les... Bon, Sétif est passé en 2018. En 2018 et 2022, deux fois. Donc, et 2014, elle a gagné. C'est inscrit dans l'ADN de l'entente, je pense. C'est sûr et certain. C'est une équipe qui aime cette compétition et qui aime... Mais les clubs algériens sont là. C'est déjà quelque chose de positif. Et je pense qu'à force de percer, on l'a vu la saison passée avec l'USMA. Voilà, combien de fois Saoura était passé par la CAF, l'entente sportive de Sétif, on était passé par la CAF. Ils avaient disputé une finale battue par le Stade malien. Exactement. Finale de la Coupe de la CAF. Donc tout ça font que... Le MOB aussi, finale de Coupe de la CAF. On ne va pas parler que du CRB, c'est-à-dire que CRB... Non, parce que pourquoi j'ai pris le CRB? Parce que c'est le club qui a... C'est-à-dire que CRB tire les autres équipes. Voilà. Bon, CRB passe pas l'écart, mais hop, l'USMA arrive et prend la Coupe de la CAF. Et je pense que ça va pousser les autres à aller plus loin. Vous parlez de l'USMA, merci, la transition est toute faite. L'USMA d'Alger, qui, rappelons-le, détentrice du trophée continental, de la Coupe de la Confédération africaine et de la Super Coupe d'Afrique, l'USMA va remettre son titre en jeu. Et ça passait par ce match retour contre les Fus de Rabat. Un but partout au match aller, le match retour. La présentation, retour sur ce match retour, bien évidemment, avec Sid Ahmed Reddis. Dans le choc de ce deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF, l'USMA d'Alger, tenant du titre, a assuré l'essentiel, mais dans la douleur pour ce match retour face au FUS Rabat, en validant sa présence pour la phase de groupe de la compétition.
Après avoir tenu le choc à l'extérieur à l'aller, les Usmis n'ont toutefois pas pu faire mieux qu'un match nul à domicile lors de ce derby. Les Rouges et Noirs ne trouveront pas le chemin défilé même si les occasions étaient nombreuses. Ils passent donc seulement en vertu de la règle du but à l'extérieur et après avoir tremblé sur la fin, avec notamment un but adverse qui aurait pu être fatal et qui a été refusé par l'arbitre assistant qui a jugé que le ballon était sorti sur le centre de l'attaquant du FUS. Rien ne va changer au tableau d'affichage jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre tunisien. L'USMA réalise le plus important en se qualifiant pour la phase de poule de la Coupe de la CAF, au terme d'un match où on ne retiendra que cette qualification. Les protégés de Benchicha iront défendre leur titre, mais plusieurs choses sont à revoir et un grand travail attend le staff technique afin que l'équipe soit plus performante en prévision des prochaines échéances. Vous l'avez dit, on ne retiendra que la qualification. C'est vrai que ça a été poussif du côté de l'USMA d'Alger sur ce C'est match. compliqué. Quand on a On des voit matchs, sur les 2 derniers matchs, le Paradou, ils sont battus 1-0. Et là, 0-0, ils ont des difficultés dans le jeu à marquer, à se créer des occasions. on parlait de ça en tout début d'émission. Après l'euphorie, c'est souvent compliqué. C'est souvent compliqué et il faut par exemple ce genre de match pour réveiller un peu tout le monde. Mais je pense que voilà, après cette qualification, ils vont être un peu plus tranquilles. Comme le disait d'ailleurs leur coach Benchira, on va se concentrer sur le championnat et que le championnat. Et je pense que là, ils vont se remettre en train et puis ça va aller. Ils vont avoir le temps de se concentrer et avoir le championnat pour se préparer à la phase de poule. Mais je pense qu'ils ont un effectif de qualité, c'est-à-dire que même si là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que l'USMA arrive à ce niveau-là de la compétition. Ils avaient à cœur d'aller en phase de poule, de remettre leur titre en jeu. C'était très compliqué parce qu'on joue, c'est un derby face au FUS de Rabat. Au match précédent, on l'a vu à l'aller, physiquement, ils étaient émoussés, pris par les déplacements. Ils ont fait. Ils sortaient d'une finale de Supercoupe. De Supercoupe. Non, mais ils ont fait beaucoup de déplacements ces derniers temps. Ils sont allés en Arabie Saoudite avec beaucoup d'escales. Donc tout ça, Amir le sait, pour un joueur, c'est usant. Et en fin de saison, on l'a vu la saison dernière, ils ont eu peut-être 4-5 semaines pour préparer le match. Donc c'est très compliqué. Il n'y a pas eu de repos pour les joueurs. Et c'est difficile pour un joueur de tout de suite repartir. Vous expliquez, si je comprends bien, le fait que l'équipe, dans le jeu, dans le contenu, c'est vrai que ça défend bien, c'est l'un des points forts du jeu. Mais bloc. en revanche, au milieu et en attaque, dans la construction, il y a des problèmes. Après, je peux leur trouver une autre excuse, entre guillemets, c'est qu'il y a eu un vrai chantier pendant ce mercato. Ouais. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Ils ont perdu des cadres, Méziane, ils ont perdu l'attaquant. Ils ont perdu Loussif, Mahious, Voilà, des joueurs importants et titulaires quand même. Ouais. C'est-à-dire que ça se fait ressentir dans le jeu aussi. Quand on parlait de colonne vertébrale, quand on a des joueurs importants dans le jeu, Méziane est un joueur qui est percutant, qui demande beaucoup le ballon, qui fait la différence, qui prend ses responsabilités. Mahious, on l'a vu avec ses pénaltys aussi, c'est un joueur décisif. Loussif, qui a fait une grande saison, qui a fini par une sélection nationale. Donc tout ça font que il faut qu'ils retrouvent leur repère et même le coach doit relancer la machine. Remobiliser un peu les troupes. Ouais, il faut trouver de l'énergie solutions. parce que le championnat arrive tout de suite. Et les matchs de championnat, défaite contre le Paradou, et 1-0, je vais le dire, contre le Paradou, l'entraîneur a reconnu que son équipe est passée complètement. Et moi, je ne dirais pas que l'équipe est passée complètement. Ce jour-là, le Paradou était supérieur. Il a dit ça comme ça. Il a reconnu. Il a dit que le Paradou était meilleur et ils ont tout fait et que nous, on n'avait rien fait pour gagner le match. Donc, mais là, je pense que le fait qu'ils soient qualifiés, déjà, c'est un poids qu'ils enlèvent. C'est un point en moins pour les joueurs. Donc là, ils vont pouvoir se consacrer au championnat. Et c'est 2 compétitions complètement différentes. Là, ils vont se remettre dans le bain du championnat national. Et c'est pour ça que je dis il y a un effectif de qualité. C'est-à-dire que s'ils retrouvent la plénitude de leur qualité, etc., ils peuvent faire mal dans le championnat national. Très bien, puis on va terminer notre émission d'aujourd'hui avec des hauts et des bas. Des hauts et des bas consacrés aux infrastructures. Alors, des stades, c'est vrai qu'il y a eu le stade d'Oran, le Nelson Mandela, bientôt le stade de Douira, Tizi Ouzou qui va voir le jour, Hamlaoui. Également le Hamlaoui Annaba qui a été rénové. Annaba qui a été rénové, mais ça ne profite pas à nos clubs. On voit que nos clubs ne jouent pas dans ces stades, alors que quand on voit le championnat, et je vous pose la question, messieurs,
Belaïli de retour, Belhameli de retour, Guedioula, Boulahi. Boulahi qui arrive dans le championnat. Donc, il y a une plus grande exposition. On s'intéresse au championnat, mais quand on les voit jouer à Dar el-Baïda, c'est pas des stades. On ne peut pas assurer le spectacle sur ce type de stade. Vous qui avez été footballeur, vous qui aimez le spectacle, qui aimez le monde, qu'est-ce que vous dites? Bah, Moi, quand j'ai vu Mouloudia d'Alger, le Bayad, Dar el-Baïda, mais arrêtons. Non, mais ça c'est sûr, c'est que moi, la première fois que je vois le Nelson Mandela, c'était un match de CHAN, j'étais agréablement surpris. C'est un stade à l'anglaise. Exceptionnel. Et bon, en tant que joueur, on a tous rêvé d'un championnat comme ça, avoir nos 30 matchs de championnat dans ces stades, filmés voilà, un peu d'en haut, d'en bas, de tous les côtés, avec les ralentis, etc. Donc ça donne une plus-value à notre championnat. Donc ça a commencé par cette CHAN et on espère que, voilà, comme vous l'avez dit, que nos clubs vont en profiter et que les téléspectateurs aussi vont en profiter. D'ailleurs, le président de la fédération, Walid Sadi, s'est déplacé il y a quelques jours au Nelson Mandela pour voir. Oui, mais là, on dit qu'il ne se déplace pas c'est pas pour le championnat. Oui, oui. Là, il se déplace pour l'équipe Pour l'équipe nationale. nationale. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'est-ce que les autorités ou l'instance du football aujourd'hui attend pour faire jouer des matchs tels que Mouloudia d'Alger en tente de Sétif ou l'USMA d'Alger Parado Athletic Club dans des stades qui peuvent faire la promotion de ce championnat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de tuer notre championnat nous-mêmes en jouant à Dal Beda et au 20 août. C'est des stades révolus. Ils n'ont plus leur place dans un championnat professionnel qui se respecte. Aujourd'hui, on est obligé d'aller vers des enseignes qui peuvent apporter du spectacle où les supporters et les joueurs sont dans les meilleures conditions. Je le dis, pour une bonne exposition du championnat, parce que je pense que le championnat peut intéresser des télé étrangères, Bien notamment pour pouvoir vendre le championnat d'Algérie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a urgence à domicilier les matchs sur les beaux stades. Non, mais c'est sûr, c'est-à-dire quand on C'est QFD, quoi. Quand on regarde un match dans un stade, on ne va pas citer de nom, lambda, et que le téléspectateur, il est là, il n'y a pas... Même pour le joueur, ça... Oui, mais même dans un autre stade... disposition psychologiquement. Mais le même match, dans un stade différent, c'est un autre match. Filmé différemment, c'est un autre match. C'est un autre match. C'est vrai. Et il y a aussi les joueurs, les entraîneurs, surtout étrangers. Je citerai Van der Broek et Baumel. Le gazon. Exactement. Et ça fait 10 ans que j'en parle. 10 ans que les sensations. Aujourd'hui, Amir a joué au football au plus haut niveau. Les sensations sont différentes. Ça fait 10 ans que je ne cesse de le répéter. Le football se joue sur du gazon naturel. Les blessures. C'est pas la même chose. Les blessures, elles ne se comptent plus. Les joueurs qui font des ligaments croisés, des ménisques, etc., c'est compliqué. Le tartan est dur. Et même pour le spectacle. Les joueurs sont plus à l'aise sur du gazon. On l'a vu, rien que le match de championnat qui s'est joué à Oran, à Miloud Hadfi, entre la Saoura et le MCO. C'est un superbe match à regarder, plaisant. Et petit à petit, il y aura l'engouement. Les supporters vont petit à petit remplir les stades. Et on changera de dimension. Je pense que cette année, on va assister à un beau championnat avec l'arrivée massive de joueurs venant de l'étranger. On l'espère. Oui, le Mouloudia qui a fait un super recrutement avec un joueur, les deux joueurs venus également de Côte d'Ivoire. Il y a l'arrivée des joueurs de l'équipe nationale. Oui, il y a donc celui qui est au CRB aussi, Zograna. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de bons joueurs cette année. S'il y a beaucoup de bons joueurs, ça devrait nous donner un championnat avec beaucoup de spectacles et des buts. Amir Karaoui, merci une nouvelle fois d'être venu nous voir, d'avoir répondu à l'invitation. On vous souhaite bon vent et une belle carrière d'entraîneur. Merci beaucoup. Vous êtes en train de passer vos diplômes. Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, mais c'est passionnant. Ouais. Bien sûr que c'est passionnant, le football. Le football, c'est passionnant. Sidi Ahmed Redis, une nouvelle fois, merci. Et on se donne rendez-vous, bien évidemment, à nos téléspectateurs la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Vous avez vu, il y a un nouveau décor. Eh bien, on sera ensemble durant toute une saison. Allez, au revoir, bonne soirée et à lundi prochain.